et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal. Au sommaire de cette édition, le découpage électoral, un sujet qui fait encore objet de débat. Vous aurez les détails tout de suite. Un constat a été fait sur la question de la prise en charge des enfants dans les centres d'accueil. Celui-ci révèle que certains centres n'offrent rien une prise en charge adéquate à ces derniers. Nous vous donnons les précisions dans ce journal. À l'international, en République démocratique du Congo, le climat à l'orée des élections est de plus en plus inquiétant. 2 candidats aux législatives ont été tués. Ceci à seulement quelques jours des élections. On y revient. Politique en Côte d'Ivoire, l'atmosphère au sein du Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, PDCI, ne semble pas rassurant. Le congrès qui devrait se tenir entre les membres du parti pour élire le prochain candidat en remplacement d'Henri Konan Bédié, l'ex-président a été suspendu juste quelques heures avant sa tenue. Nous vous ferons le point tout de suite sur la situation. Restez avec nous. Bienvenue à tous. En tête des actualités ce soir, le découpage électoral. Au sujet des prochaines élections de 2024, le découpage électoral demeure toujours un sujet de débat entre les acteurs politiques. Qu'en est-il réellement de la situation? Élément de réponse dans ce récit de Gloire Lodonou avec la voix de Nadège Arlidja. Le cadre permanent de concertation entre les acteurs politiques a repris ses activités dans le cadre de la préparation des échéances électorales qui attendent le pays dans le premier trimestre de 2024. Au centre des débats, le découpage électoral. Selon l'opposition, avec l'avènement des communes, tenir une élection avant l'ancien découpage électoral serait injuste envers certaines communes. Ainsi, elle propose que le découpage électoral attribue un député à une commune afin que celui-ci en réponde mieux aux aspirations. Cette proposition projette le nombre des députés à 117 correspondant aux communes. Même si tous les acteurs ne sont pas contre le nombre de députés, cette augmentation ne sera pas seulement faite sur la base démographique. S'il faut retenir que la proposition d'une commune dont député a été approuvée par la grande majorité, il revient au gouvernement d'approuver cette requête voulant un nouveau découpage. Pour d'autres acteurs politiques, repenser un nouveau découpage serait comme un gâchis des acquis de la dette et donc il faut garder le découpage existant comme tel. Bien que les centres destinés à accueillir et prendre en charge les enfants vulnérables jouent un rôle crucial dans la protection de ces derniers, certains de ces établissements peuvent également représenter une forme de vulnérabilité pour les enfants. Quelles sont les raisons? Réponse dans cet élément signé Kofi Kliki. Les centres d'accueil et de prise en charge des enfants en situation de vulnérabilité jouent un rôle crucial dans l'encadrement, l'accompagnement et la protection de ces enfants. Cependant, les résultats issus de la dernière évaluation des centres d'accueil et d'hébergement des enfants laissent voir une vulnérabilité accrue dans certains centres d'accueil. L'évaluation a été faite par le ministère de l'Action sociale. Dans les détails, sur les 6080 enfants dénombrés dans les centres de prise en charge, 2330 enfants sont exposés à des situations de danger grave parce qu'ils vivent dans des centres problématiques. Des 120 centres évalués sur l'étendue du territoire togolais, plus du tiers sont considérés comme problématiques. 34 centres sont dysfonctionnels. 12 centres maltraitent les enfants pris en charge. Cependant, près de la moitié de ces centres sont perfectibles. Selon le ministère de l'Action sociale, seulement 18 centres de prise en charge et d'hébergement sont performants et sont en conformité avec les normes établies. Ce qui veut dire que près de 85% des centres n'offrent pas une prise en charge de qualité aux enfants. Ainsi, à leur sortie, la majorité des enfants qui ont grandi dans ces centres deviennent doublement vulnérables et constituent plutôt un poids sur le développement social. L'année 2023 tire sa révérence en laissant derrière elle un tumulte constant pour les journalistes à travers le monde. Comme tous les ans, Reporters sans frontières a dressé un bilan très précis des atteintes aux professionnels des médias sur cette année et il ressort que 45 d'entre eux ont été tués en faisant leur métier. Le métier du journaliste est de plus en plus difficile. Le nombre de journalistes menacés et tués dans le monde ne cesse d'interpeller les organisations de défense de ces derniers.
En 2023, le chiffre des journalistes tués dans l'exercice de leurs fonctions est de 45 au 1er décembre de l'année en cours, soit 16 de moins que l'an dernier où ils étaient 61. Selon le Reporters sans frontières, c'est le chiffre le plus bas jamais recensé depuis 2002. En 2012 et en 2013, ils étaient plus de 140 à perdre la vie. Les zones de conflit sont considérées comme les plus meurtrières pour les journalistes. 23 sur les 45 ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions en zone de conflit. Par ailleurs, et toujours selon le bilan de RSF, 151 professionnels des médias sont actuellement derrière les barreaux à travers le monde. 54 sont actuellement retenus en otage dans le monde et 84 sont portés disparus. Toutefois, s'il apparaît que le nombre de journalistes tués dans l'exercice ou en raison de leur fonction est en forte baisse, l'on se demande si cette baisse sera sur une longue période. Parlons santé à présent. Préoccupante situation de santé au Togo. Le cancer continue de causer des pertes. Selon les récentes données du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, les cas de cancer sont en augmentation significative. D'autres précisions pour vous. Le cancer constitue l'une des principales préoccupations de santé publique à travers le monde et le Togo n'est pas à l'abri de cette réalité. Le nombre de personnes affectées par la maladie continue de croître malgré les progrès réalisés dans le domaine médical. En 2022, le taux de prévalence du cancer a suscité une vive inquiétude avec un enregistrement de plus de 7000 nouveaux cas contre 5200 en 2020. Les facteurs de risque liés au cancer sont divers, incluant des aspects tels que le tabagisme, une sédentarité accrue, l'obésité ainsi qu'une alimentation déséquilibrée pour n'en énumérer que quelques-uns. Ces éléments contribuent significativement à l'augmentation des probabilités de développer cette maladie. Les cancers prédominants au Togo comprennent ceux du sein, du col de l'utérus, de la prostate, de lymphome non-hodgkinien et de l'estomac. Face à cette menace croissante, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a lancé une série de sensibilisations ciblées. Toujours dans cette perspective, il a été créé le Centre international de cancérologie de Lomé. Ce centre a pour mission de lutter contre les types de cancers en veillant à fournir des traitements conformes aux normes internationales. Objectif, garantir pour tous les patients l'accès à des soins de qualité. Précisons que pour diminuer les risques de développer la maladie, il est essentiel d'adopter pour des modes de vie sains et surtout de se soumettre à des dépistages réguliers. Au cours des 5 dernières années, l'agriculture togolaise a enregistré des incidents alimentaires dans certaines catégories. Malgré ces succès, le secteur demeure engagé dans des efforts constants en vue de son développement complet. Dans cette perspective, le pays vise une production céréalière de 1,5 million de tonnes pour la prochaine campagne agricole. Le constat de Bernard Canvi. Depuis quelques années, le secteur agricole au Togo bénéficie d'énormes investissements de la part de l'État et des partenaires au développement, surtout en milieu rural. Ainsi, grâce à ces efforts, le pays est passé d'une agriculture familiale à une agriculture plus modernisée. Et c'est dans cette logique que les autorités agricoles envisagent une production céréalière plus importante. En effet, selon les prévisions de la Direction des statistiques agricoles, de l'informatique et de la documentation DSID, le Togo vise une production de 1,5 million de tonnes de céréales pour la campagne agricole 2023-2024. Rappelons que pour la campagne précédente, le secteur a enregistré une production de 1,433 million de tonnes de céréales, soit une progression de 2% par rapport à la campagne précédente qui est de 1,404 million de tonnes, ce qui signifie que depuis 2018, la tendance à la hausse de la production demeure constante. Cette tendance à la hausse de la production céréalière indique que le pays n'est pas loin d'atteindre son objectif qui est de parvenir à une agriculture moderne, durable et à hauteur ajoutée au service de la sécurité alimentaire nationale et régionale, et aussi d'une économie forte, inclusive et compétitive.
La page internationale à présent, nous partons en Côte d'Ivoire où actuellement, ce n'est pas vraiment la quiétude au sein du Parti démocratique de la Côte d'Ivoire. La preuve, hier, le congrès qui devait tenir et qui avait pour objectif l'élection d'un nouveau président pour le parti a été suspendu par la justice du pays. Les raisons, l'irrégularité notées sur la liste des congressistes sollicités pour désigner le futur président entre Jean-Marc Yassé, le maire de la commune de Cocody, et Tidiane Thiam, le banquier ivoiro-français. Les données rendues publiques parlent d'une alerte de risque à l'ordre public lancée par deux membres du même parti à la justice en ce qui concerne la tenue du congrès. De l'autre côté, la disqualification du secrétaire exécutif du parti et député Maurice Kakou Bukaye malgré son éligibilité est dénoncée. Pour le moment, le parti de l'opposition a fait savoir qu'un bureau politique sera convoqué pour se charger de l'affaire et réparer la situation. Au Nigeria, vendredi dernier, malgré l'ordonnance de libération précédemment émise par la Cour inférieure, le leader du groupe séparatiste, Nnamdi Kanu, devra rester en prison. Décision émanant de la Cour suprême, plus haute institution judiciaire du pays. Plus d'explications dans ce reportage. La détention de Nnamdi Kanu a été confirmée par la justice nigériane. La Cour suprême, plus haute instance judiciaire du pays, a annulé vendredi un jugement d'une cour inférieure acquittant le leader du groupe séparatiste nigérian, peuple indigène du Biafra, de charges de terrorisme. Inculpé de trahison par les autorités nigérianes, Kanu avait été arrêté en 2015. 2 ans plus tard, il s'était échappé du Nigeria pendant une période de libération conditionnelle, avant d'être capturé en juin 2021, après avoir été repéré au Kenya. En octobre 2022, la Cour d'appel d'Abuja a jugé illégale son arrestation à l'étranger, ordonnant ainsi la libération du leader séparatiste. Bien que la Cour suprême ait reconnu que le gouvernement nigérian avait agi de manière irresponsable, la Haute Cour a affirmé que cela n'était pas suffisant pour suspendre le procès contre Nnamdi Kanu. A souligné que le dirigeant du mouvement indépendantiste du Biafra défend la sécession des zones du sud et du sud-ouest du Nigeria, qui constituaient autrefois la République du Biafra. Allons en RDC alors que le pays est à 2 pas des scrutins présidentiels, législatifs et communaux. Certains partis sont en deuil. Juste à quelques jours des élections, 2 candidats députés ont été assassinés vendredi dernier. Tous 2 membres du parti du président sortant Félix Tshisekedi. Il s'agit de Sadiki Richard Espoir et Joseph Tchomba Kassonga qui sont candidats l'un député national dans la province de Béni-Kasandi au nord Kivu et l'autre député provincial dans la localité d'Ivora au sud Kivu. D'après les informations, les 2 hommes ont perdu la vie pendant qu'ils étaient en campagne dans presque les mêmes circonstances, prépulsibles par des hommes armés. Cette situation d'insécurité, il faut le rappeler, ne fait qu'augmenter la panique partout dans le pays. Au Burundi, les glissements de terrain s'intensifient de plus en plus à Bujumbura, la capitale économique ou encore en province. Ce phénomène provoque une anxiété au sein de la population qui craint de se retrouver dans la rivière en temps de pluie ou encore de se retrouver enseveli. Retrouvez les précisions dans ce reportage. Au Burundi, tant à Bujumbura, la capitale économique, qu'en province, les glissements de terrain ne cessent de s'intensifier. À chaque pluie, l'anxiété règne parmi ceux qui résident le long de la rivière Ntahangwa. Merci à Dieu car je suis toujours en vie. En cas de pluie, on panique, on craint que tout s'écroule et de se retrouver dans la rivière. À une centaine de kilomètres de Bujumbura, le même phénomène crée la panique. À Cibitoke, plusieurs hectares de culture, certaines habitations ont été englouties par des glissements de terrain. Nous sommes terrorisés parce qu'on risque de se retrouver ensevelis par ces glissements pendant la nuit. Nos enfants, nos familles, nous pouvons tous mourir. Nous voulons dormir en paix, alors nous demandons à l'État de nous installer ailleurs. Nous plaidons pour que d'abord la population puisse être sauvée. Comment? C'est-à-dire qu'il faut déplacer cette population pour quitter cet endroit qui est tout à fait, qui est sur le voie, et
qui est dans un endroit qui est dangereux, à tel point que si jamais on ne fait pas attention, on va se retrouver avec un départ des gens avec ces terres-là qui sont en train de s'écouler. Pour atténuer ce phénomène, des environnementalistes proposent la stabilisation naturelle. Pour penser au système d'eau stabilisation naturelle en choisissant des essences de culture ou des plantes stabilisatrices. Et là, je fais allusion notamment au bambou, qui est une plante efficace pour deux raisons majeures. Le bambou n'a pas de poids et donc ça ne constitue pas des surcharges supplémentaires. Mais son réseau racinaire est très développé, ce qui fait que ce réseau racinaire contribue à la stabilisation. Ça permet à souder, ça augmente la cohésion au niveau des différentes parties du sol. En 2019, des glissements de terrain dans la province de Cibitoke ont fait plus de 24 morts et plus de 30 personnes portées disparues, sans compter les dégâts matériels. Hier samedi s'est tenue la cérémonie d'investiture du président malgache Andry Rajoelina pour un second mandat après sa réélection au premier tour d'un scrutin boycotté par l'opposition qui dit ne pas reconnaître les résultats. Madagascar est aujourd'hui en chantier, la transformation est en cours, l'émergence à l'horizon, a-t-il notamment déclaré. Le président malgache Andry Rajoelina s'est engagé à construire une nation plus forte et plus prospère et à se tenir toujours au chevet des plus démunis. Des engagements pris alors qu'il prêtait serment samedi pour un second mandat après sa réélection au premier tour d'un scrutin boycotté par l'opposition. L'élection à Madagascar a été un témoignage de la maturité démocratique de notre nation. Le processus s'est déroulé dans la sérénité, d'une manière pacifique et exemplaire. C'est un signal fort de la volonté du peuple malagasy d'avancer dans la continuité d'un environnement de paix et de stabilité. La cérémonie d'investiture dans la capitale Antananarivo a réuni quelques 50 000 personnes dans le plus grand stade de l'île. L'opposition qui a manifesté pendant plusieurs semaines pour dénoncer un coup d'État institutionnel a également boycotté la cérémonie d'investiture. Ce que j'attends de lui, c'est qu'il accorde une attention particulière aux problèmes sociaux, notamment en matière d'électricité, et qu'il trouve des solutions. En tant que pâtissière, mon entreprise est déficitaire. Notre vie professionnelle est affectée par ce problème d'électricité qui a ruiné notre activité. Plusieurs chefs d'État de la région, Azali Assoumani, président des Comores, étaient présents, Felipe Nyusi du Mozambique, ainsi que le dirigeant zimbabwéen Emerson Mnangagwa. Voici l'essentiel de l'actualité. Retrouvez demain Jessica Allo pour un nouveau tour de l'actualité. Excellente soirée à vous.